Hello les geeks, c'est Aldric. Hello les Pokéfans, c'est Valentin. Bienvenue sur la rétrospective Pokémon. Cette année, nous fêtons les 25 ans de Pokémon et pour l'événement, j'ai invité Valentin à me rejoindre sur la chaîne YouTube afin de vous présenter quelques vidéos. En effet Aldric, je vais décortiquer avec vous chaque saison de Pokémon et retenir ce qui représente selon moi les 10 faits les plus marquants de chaque saison. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous intéresser à la première saison de Pokémon, la Ligue Indigo. On ne pouvait pas parler de Pokémon sans évoquer déjà l'épisode pilote, l'épisode qui marque le point de départ d'une longue saga, la rencontre du premier Pokémon, ici Pikachu, qui deviendra un peu l'icône de la licence. Et c'est vraiment le Pokémon qui sera toujours associé à Sacha, il ne s'en séparera jamais plus d'un épisode. Pendant un temps, j'étais jamais tombé sur ce premier épisode, je l'ai découvert un peu plus tard sur une cassette, et j'étais assez surpris d'apprendre qu'à la base, les deux personnages ne s'entendaient pas du tout. Le Pikachu qu'on avait dans cet épisode était très différent, je trouve, de celui qu'on connaît dans tout le long de la série. Il était au départ très craintif, un peu sauvage, jusqu'à la fameuse scène face à la horde de Piafabec, où Sacha se dressera pour le protéger. Donc un épisode marquant car tout le développement du lien qui se crée entre le dresseur et son Pokémon, il est traité dans un seul et unique épisode. C'est cet épisode vraiment qui scellera une amitié quasiment indestructible, qui sera jamais remis en cause dans tout le reste de la série. Le saviez-vous, Pikachu est le 25e Pokémon au Pokédex national. Son nom est une onomatopée. En effet, Pika provient du bruit des étincelles de l'électricité et Chou désigne la souris. D'ailleurs, Pikachu est le seul Pokémon à garder le même nom dans chaque pays du monde. Pour faire la différence entre un Pikachu mâle et un Pikachu femelle, il suffit de regarder le haut de sa queue. En effet, la femelle a une encoche différente. Et enfin, saviez-vous que Pikachu a failli ne pas être le partenaire de Sacha dans la série? En effet, les réalisateurs avaient pensé au tout début à Mélofée, mais ils ont ensuite pensé que ça n'attirerait qu'un public féminin, et le choix fut ensuite porté sur Pikachu. Comme de nombreux héros typés shonen, Sacha, il est assez immature, il parle beaucoup pour rien dire, il pense souvent qu'à manger, il se plaint beaucoup, il peut aussi se montrer têtu, impulsif, il n'est pas toujours très réfléchi, il est assez naïf, influençable et étourdi, et c'est d'ailleurs son étourderie qui le fera arriver en retard chez le professeur Chen, et qui le fera avoir Pikachu dans le premier épisode. Ça lui donne aussi un certain caractère, et puis il débute aussi en tant que dresseur dans cette saison, donc il fait des erreurs et il travaille pour les corriger. Et c'est aussi là tout l'objectif du voyage initiatique que représente le format de la série. C'est avant tout une quête de soi pour évoluer et grandir. Il n'est pas non plus totalement bête, il brille souvent d'ingéniosité pour se sortir de certaines situations, notamment lors des combats, en palliant son manque d'expérience par des alternatives souvent originales, ce qui rend d'ailleurs les combats plus passionnants et surprenants par rapport à l'aspect purement stratégique qu'on a dans le jeu vidéo. Et il a un amour inconditionnel pour les Pokémon qui le rend empathique et sensible, et le lien égal à égal qu'il noue avec ses propres Pokémon, qui est au premier plan de la série, c'est ce qui fait aussi tout l'art et la manière du dressage propre à Sacha, qui est bien souvent une source d'inspiration pour les personnages autour de lui. Et la série a beau porter le slogan attrapez-les tous, c'est pas l'aspect collectionnite qui habite Sacha. Tous ces aspects lui donnent vraiment une personnalité qui est assez entière, parfois un peu cliché, mais qui le rend finalement assez attachant et apprécié des fans en général, et auquel chaque enfant peut assez aisément s'identifier. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce sont les 3 Pokémon starters de départ dans les jeux vidéo Pokémon. Ils appartiennent au professeur Chen. Ce dernier est censé les offrir à un dresseur souhaitant commencer son voyage initiatique. Sacha étant arrivé en retard, il n'a pas pu les obtenir. Mais la chance va lui sourire, il va obtenir chacun de ses Pokémon d'une manière différente. C'est dans l'épisode 10 qu'il va capturer Bulbizarre, qui est le gardien d'un village de Pokémon blessé. Il rencontre Salamèche dans l'épisode 11 alors qu'il a été abandonné par son dresseur précédent. Et enfin Carapuce dirige un escadron Carapuce dans l'épisode 12 et va ensuite suivre également Sacha. Il est à noter que Pokémon Jaune mettant en avant Pikachu comme Pokémon de départ va reprendre un scénario très similaire à la série animée pour obtenir Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Le trio Rocket, donc composé de Jessie, James et Meowth, je conseille de revoir leur arrivée dans la série. C'est sans doute le seul moment où vous les verrez d'abord apparaître un petit peu dans l'ombre et aurez l'impression que ce sont des méchants assez sombres et charismatiques, alors que pas du tout. Avec eux, on introduit vraiment le concept de méchant comique en fait, qui est là pour rythmer la série en jouant les fauteurs de troubles, et surtout toujours le faire avec panache et humour. Jessie par son caractère un peu explosif, tyrannique, et James par son côté un peu simplet, excentrique.
Et puis toujours accompagné de Miaous, leur mascotte, hein. D'ailleurs pour l'anecdote, Miaous, il est en fait inspiré du manekineko, donc un symbole japonais qui est censé attirer la chance et l'argent. Et on constate bien que c'est tout l'inverse pour la Team Rocket. Toujours fauchés, ne parvenant jamais à leur fin, et finissant toujours par voler vers d'autres cieux, ce qui deviendra vraiment une gimmick de la série. Donc un gag récurrent, tout comme la fameuse devise lorsque le trio apparaît et qui est répétée dans chaque épisode, qui deviendra juste culte, quoi. Les scénaristes brillent toujours d'ingéniosité en les mettant de manière toujours plus originale, des entrées toujours plus théâtrales entre les costumes, l'utilisation des mechas, des nombreux clins d'œil culturels, ou encore dans la manière dont ils brisent souvent le quatrième mur. Ce qui les rend aussi attachants, c'est justement cette ténacité qu'ils ont de ne jamais abandonner, et ils ont aussi les passés les plus touchants de la série, je trouve. James qui a dû échapper à un mariage arrangé, on se souviendra aussi de sa relation avec son caninos quand il était enfant. Jessie qui vient d'une famille pauvre, il y a notamment un épisode où elle se souvient que sa mère lui préparait des repas à base de neige parce qu'ils avaient rien d'autre à manger, je trouvais ça tellement triste. Et puis on a Miaous qui a appris à parler le langage des humains pour plaire en fait à une autre Miaous qui a fini en fait juste par lui briser le cœur. Voilà, en général on a quand même de la tendresse pour la Team Rocket qui sont aussi les seuls personnages récurrents encore aujourd'hui qui perdurent dans la série avec Sacha et Pikachu. Et pour moi, ça fait quasiment d'eux les seconds protagonistes en fait de la série. Miaou, c'est le 52e Pokémon au Pokédex. Il est le deuxième Pokémon à apparaître le plus souvent dans la série, après Pikachu évidemment. Et il est l'un des rares Pokémon à savoir parler. C'est dans l'épisode 70 que l'on revient sur son passé, où il va rencontrer notamment Miaousi, son grand amour. Et c'est d'ailleurs pour l'impressionner qu'il va apprendre le langage des humains, mais Miaousi va alors le traiter de monstre et va le rejeter encore plus violemment. Et c'est comme ça que Miaous va finir par rejoindre les rangs de la Team Rocket. Pierre et Ondine, les deux soutiens de Sacha, dont tout le monde se souvient généralement, sont souvent des personnages, je dirais, outils, tantôt ressort humoristique, tantôt guide pour expliquer des mécaniques de l'univers à Sacha et aux spectateurs. Pour moi, ils souffrent un peu de ne pas avoir d'objectif particulier comme Sacha, qui veut devenir maître Pokémon. L'excuse de Pierre d'accompagner Sacha, c'est pour continuer à apprendre des choses. Ondine, c'est pour que Sacha lui rembourse son vélo, que Pikachu a cramé dans l'épisode 1. Vélo qui au passage ne sera jamais remboursé et même oublié. Ce sont quand même des personnages qui avaient du potentiel à la base. Déjà Pierre, je conseille l'épisode où il apparaît, un peu comme la première apparition de la Team Rocket, il apparaît d'abord assez froid et sombre dans son arène, pour montrer ensuite un background qui est assez touchant dans sa famille. Comme il est l'aîné d'une fratrie d'une dizaine d'enfants dont le père a quitté le foyer, c'est lui qui doit s'en occuper. Et du coup, c'est un personnage très sérieux et responsable. Et en même temps, on a ce contraste où il perd toute crédibilité dès qu'il est face à une jolie fille, pour voilà, le ressort humoristique autour de Pierre. Ensuite pour Ondine, qui est quand même la fille du groupe, elle a beaucoup marqué les fans, notamment avec Psycho Quack. D'ailleurs pour moi, il y a toujours un peu une symbolique entre Psycho Quack et elle. Là où Psycho Quack, c'est un peu le vilain petit canard des Pokémonos, Ondine, j'ai toujours vu un peu comme le vilain petit canard de sa famille, par rapport à ses sœurs, où elle a toujours un peu grandi dans leur ombre, puisqu'elles sont très féminines et très populaires, contrairement à elle. Mais la qualité d'Ondine, par rapport à ses sœurs, c'est vraiment sa personnalité, son caractère déterminé, qui est assez proche de Sacha finalement, et c'est aussi pour ça, je pense, que les fans aiment souvent penser que ça cache des sentiments entre les deux, notamment derrière toutes les disputes qu'on a au cours de la série, qu'occasionnent leur fort tempérament. Psycho Quack est le 54e Pokémon au Pokédex. Il occupera ensuite une place très importante dans l'équipe d'Ondine. Souffrant de maux de tête chroniques, il aime sortir de manière impromptue de sa Pokéball et très souvent dans les moments les moins appropriés. Sa relative inefficacité au combat est heureusement palliée par d'impressionnants et d'énormes pouvoirs psychiques. Malgré qu'au départ il est assez souvent inutile pour Ondine, il aime tellement sa dresseuse qu'il sort tout le temps de sa Pokéball parce qu'il veut toujours être avec elle. D'ailleurs Psycho Quack est l'un des rares Pokémon aquatiques à ne pas savoir nager. Et Ondine va au final s'attacher à ce Pokémon et le garder avec elle tout du long et n'arrivera pas à s'en séparer même lorsque l'occasion se présentera à elle. Sacha débute dans le dressage Pokémon et son manque d'expérience lui causera souvent défaut dans ses relations avec les Pokémon, même si la plupart du temps en vrai ça se passe pas si mal puisqu'il va se lier au Pokémon souvent avant même de l'avoir capturé, tant bien que c'est souvent le Pokémon lui-même de son plein gré qui va se laisser capturer par Sacha. Le plus marquant sur lequel j'aimerais revenir pour moi c'est Salamèche. Donc Salamèche qui a été abandonné par son ancien dresseur et qui continue à l'attendre malgré les tempêtes,
où il manquait presque d'y laisser sa vie avant d'être recueilli par Sacha. C'est ensuite un Pokémon qui va évoluer très vite, trop vite, et comme à l'image du jeu vidéo, il n'écoutera plus son dresseur, arrivé à un certain niveau, et là les soucis vont commencer. Pour moi, ça révèle un peu le traumatisme, les séquelles un peu de son enfance d'avoir été abandonné, car jugé trop faible. Et maintenant qu'il est évolué et devenu beaucoup plus fort d'un coup, il se donne un air, pour ne plus souffrir, il a cette attitude un petit peu rebelle, un petit peu comme à l'adolescence, et ça offre des scènes assez dures où on a à la fois de l'empathie pour lui, mais aussi pour Sacha qui essaye vraiment toujours de faire de son mieux, et ça nous montre vraiment toute la difficulté d'être un dresseur, alors que toutes les autres relations avec ces Pokémon, elles fonctionnent bien en général. C'est quand même pas si facile que ça de devenir maître Pokémon. 6ème au Pokédex national, Dracofeu est l'évolution définitive de Salamèche. Il est l'un des Pokémon de Sacha qui connaît le plus d'attaques, 17 au total. On peut d'ailleurs noter que Dracofeu a remporté la plupart de ses combats avec l'attaque Frappe Atlas, montrant ainsi que c'est son attaque signature. C'est aussi l'un des Pokémon les plus puissants du jeune dresseur et aussi l'un des préférés de toute la première génération. La série est ponctuée de séparations, je pense notamment à Papillusion qui est la plus connue. On s'attache vraiment à lui avec notamment cette scène entre Pikachu et Chenipan au clair de lune, où Chenipan révèle son souhait de pouvoir évoluer un jour pour être capable de voler. Et quand ça arrive, on a cette très belle scène d'adieu avec Sacha qui pleure, et ce plan plongé où on voit Pikachu lui dire au revoir. Une scène assez mythique qui a été reprise dans le reboot du film 20. On aura aussi Jessie bien plus tard qui laissera s'en aller son Papinox de la même manière, ou encore un retour sur Sacha dans Noir et Blanc qui s'occupera puis laissera partir un autre Papillusion aussi de la même façon au cours d'un épisode. Je pense que c'est vraiment la séparation la plus marquante chez les fans, c'était cet épisode-là avec Papillusion. Sinon, on avait aussi failli avoir le même genre d'adieu pour Pikachu dans l'épisode 39, mais qui décide finalement de rester avec Sacha, donc ça avait aussi touché pas mal de monde à l'époque. Après, on remarquera quand même certaines inégalités. Les adieux de Roucarnage par exemple sont assez peu marquantes. Malheureusement, c'est un Pokémon qui a toujours été un peu plus en retrait que les autres, alors qu'il l'a eu pendant quasiment toute la durée du voyage à Kanto. Et surtout, il lui promet de venir le récupérer alors que ça n'arrivera jamais, il ne revoit plus jamais Roucarnage par la suite. Sacha capture au cours de la saison plusieurs autres Pokémon dont il se sépara, bien moins marquants encore. Je pense par exemple à Colossinge que Sacha avait capturé avant de le laisser à peine 4 épisodes plus tard pour être entraîné par quelqu'un d'autre. Donc là on a vraiment eu pas le temps de s'attacher à lui en fait. Ce qui fait que malgré l'amour égal on va dire qu'il porte à tous ces Pokémon sans distinction, il y a quand même des mal-aimés on va dire de la part des scénaristes et ça c'est quand même un peu dommage. 12ème au Pokédex national, Papillusion est le premier Pokémon de Sacha à avoir été capturé, à avoir évolué, à avoir été échangé et à avoir été relâché. Il est aussi le seul Pokémon de Sacha à avoir toutes ses caractéristiques réunies. Il n'a pas évolué de la même manière que les autres Pokémon de la série, en brillant et en évoluant. Il a évolué de Chenipan en Crisacier en s'aspergeant de sa propre soie, et de Crisacier en Papillusion en déchirant sa propre carapace. Bien qu'il ne soit resté que 19 épisodes, il a pourtant marqué les esprits comme étant le premier Pokémon de Sacha. Alors il fallait quand même qu'on revienne sur le grand rival de Sacha, Régis. Régis qui est caractérisé par un caractère très prétentieux, qu'on voit toujours accompagné de Pom-Pom Girl et qui conduit une voiture aussi à 10 ans, donc tout à fait normal, dit en passant. Ce que j'adore vraiment avec ce personnage, c'est que c'est toujours dans l'excès en fait. Il aura toujours capturé plus de Pokémon que Sacha, eu des plus gros Pokémon que Sacha, remporté plus de badges que Sacha. Bref, c'est vraiment une des motivations supplémentaires pour Sacha. Après, je me suis rendu compte qu'il n'est pas si présent que ça en fait. Il est plus souvent évoqué par le professeur Chen qu'apparaissant en vrai dans les épisodes. D'ailleurs, à aucun moment les deux rivaux ne s'affrontent durant toute la saison, voilà, même à la Ligue. C'est pour ça que je voulais profiter de ce point pour revenir en même temps sur les champions marquants. Je pense notamment à Major Bob, le 3e champion d'arène, qui a été pour moi le premier grand obstacle dans la Ligue pour Sacha, d'autant qu'il possède la forme évoluée de Pikachu, et qu'il y a eu à ce moment-là tout ce questionnement, Sacha doit-il ou non faire évoluer Pikachu? Donc c'était un moment qui était assez prenant. L'autre champion qui m'a aussi marqué, c'est Morgane, que j'ai trouvé la plus charismatique des champions, avec ses pouvoirs psychiques,
son côté très sombre, ce personnage vraiment énigmatique, qui au final en fait révèle un tout autre visage quand Sacha réussit à la faire rire avec Spectrum. D'ailleurs Spectrum, un autre Pokémon aussi que Sacha aura durant seulement 2 épisodes en passant. Enfin, je voulais aussi citer la confrontation contre Auguste, le 7e champion d'arène, qui était aussi intéressante, un épisode en 2 parties, qui renoue avec Dracofeu. Beaucoup de tensions dans ce combat entre Magmar et Dracofeu, qui se passe en plus dans le cratère d'un volcan, donc c'est vraiment, enfin j'ai le souvenir vraiment d'un combat qui est assez épique. Par contre là où on peut être un peu plus déçu, c'est pour le dernier badge. J'attendais vraiment, comme beaucoup je pense, de voir cette rencontre entre Sacha et Giovanni, et en fait il combat juste Jesse et James, avec les Pokémon de Giovanni, mais ça reste quand même un combat très vite expédié, sans pression, et c'est comme ça en fait qu'il est qualifié pour la ligue. Je trouvais ça quand même un peu facile pour une dernière étape de qualification dans cette ligue. 133e Pokémon au Pokédex national, Evoli est celui qui va connaître le plus d'évolutions possibles dans toutes les générations confondues. Mais dans la première génération, on ne lui connaît que Pyroli, Aquali et Voltali. Il peut ainsi évoluer en chacun de ses Pokémon grâce à une pierre évolutive. Également, Evoli est la vedette d'un jeu récent, Pokémon Let's Go, et est ainsi le Pokémon starter de départ si vous choisissez la version Evoli. C'est dans le 40e épisode de cette saison que Evoli apparaît dans un épisode centré sur lui. Il appartient au jeune Michel, et chacun des grands frères de Michel possède justement l'une des formes évolutives de Evoli. La première saison est assez connue pour quelques épisodes censurés. Je pense à l'un des plus célèbres, ça doit être l'épisode avec Porygon. Donc c'est un épisode qui a bien failli signer l'arrêt définitif de la saison. C'est un épisode qui a provoqué une série en chaîne de crises d'épilepsie chez les enfants japonais. Dans l'épisode, il y avait des forts flashs lumineux qui avaient été utilisés, et du coup, entre-temps, cet épisode a été modifié, mais il n'a jamais plus été rediffusé. Donc, et suite à cet épisode, il y a eu un arrêt pendant 4 mois de la série, qui finalement a repris avec l'épisode que j'évoquais juste avant, l'épisode du faux départ de Pikachu. Donc c'était un épisode assez touchant, je pense, justement pour remettre un petit peu renouer avec les fans en fait suite à cet épisode un peu catastrophique, quoi. On a aussi un épisode qui a été censuré parce que James porte une fausse poitrine, donc ils ont jugé ça trop osé, quoi, pour les enfants. On a aussi l'épisode dans lequel apparaît Mini Draco, où il y a en fait la présence d'armes à feu à l'écran. Donc ça aussi c'était jugé trop violent pour les enfants. On a aussi eu toute une controverse au sujet du Pokémon Liputu dans les épisodes où il apparaît, parce que voilà, certains considéraient que c'était un petit peu comme une caricature raciste. Donc il y a des recolorisations qui ont été faites sur ce Pokémon. Je pense notamment, on était aussi dans une époque où on avait beaucoup de séries comme Digimon qui subissaient énormément de censure, et donc cette première saison elle est assez marquante aussi pour ça. 39e Pokémon au Pokédex national, Rondoudou apparaît dans l'épisode 45 de la première saison. Son unique but est de montrer ses talents de chanteur à Sacha et ses amis. Malheureusement, il utilise son attaque berceuse, ainsi tout le monde s'endort dès qu'il pousse la chansonnette. Pour se venger et vexer, il dessine alors avec son marqueur sur la tête de tous les personnages présents dans la scène. A noter qu'il n'arrivera jamais à endormir Dragofeu, qui utilise des bouches-oreilles pour ne pas être victime de l'attaque berceuse. Il revient ainsi dans plusieurs saisons et est ainsi un running gag très apprécié et très connu dans le monde de Pokémon. On ne pouvait pas revenir sur cette saison sans parler du premier film, un film où l'on y pose des questionnements assez profonds sur la nature humaine, l'existence, la conscience, à travers un sujet assez tabou qui est le clonage d'êtres vivants, en posant des questions éthiques qu'on peut vraiment se poser dans la réalité. Ici on parle de clonage de Pokémon, mais aussi d'êtres humains, bien que ça a été censuré chez nous, car on découvre en fait que le scientifique à la tête de l'expérience qui donne naissance à Mewtwo cherche également à cloner sa propre fille qu'il a perdue. Et en fait, lors du processus de clonage, la conscience des clones se retrouve transposée dans une sorte de dimension d'entre-deux, et tous finissent par disparaître petit à petit, laissant Mewtwo comme seul survivant à l'expérience. Et cette scène qui a été retirée, elle explique encore mieux, je trouve, la colère de Mewtwo contre les humains. Après, bon, la tragédie continue quand même dans le film qu'on a eu, puisque Mewtwo anéantit le laboratoire avec les scientifiques, et se fera ensuite exploiter par Giovanni, pour ensuite avoir l'histoire qu'on connaît dans le premier film. Ce film donc il se conclut par un climax qui est assez bouleversant, qui aura marqué toute une génération, je pense, qui a vu ce film. Ce sacrifice de Sacha, puis cette scène de résurrection, puis de rédemption de Mewtwo, avec un très beau message que Mewtwo dit lui-même,
Ce n'est pas les circonstances de la naissance qui importent, mais ce qu'on fait du don de la vie qui nous dit qui l'on est. Et ça, c'est un très beau message universel qui fonctionne super bien, je trouve. Il devait initialement être très différent, car il devait clore en fait la série qui n'avait pas été pensée au début pour se poursuivre. Je me rappelle, la première bande-annonce japonaise était très différente du film qu'on a eu. Il y a eu beaucoup de théories sur le fait qu'on aurait eu par exemple Sacha et Ondine qui auraient grandi et auraient eu un enfant. On avait cette femme aussi qui travaille dans le port dans le film qui aurait dû avoir un rôle plus important. Malgré tout, ce film est assez exceptionnel pour une série à la base très axée sur l'humour et qui devait faire avant tout de la pub pour le jeu vidéo. Donc ça reste un film assez incroyable. Mewtwo est la star du film Pokémon. Il est également le numéro 150 dans le Pokédex national et est en fait une copie du Pokémon Mew. Dans les 20 ans avant le début du film, une équipe de chercheurs de la Team Rocket cherchait justement après le Pokémon Mew et est allée ainsi fouiller dans les ruines où Mew avait été repéré. Ils ont réussi à trouver un morceau d'ADN de Mew dans un fragment fossilisé. Giovanni demanda au Dr Fuji de cloner Mew pour son propre intérêt. Le Dr Fuji n'accepta que pour une seule et unique raison, parce qu'il voulait utiliser les fonds de recherche de la Team Rocket pour tenter de cloner sa propre fille décédée. Un mois après la découverte de l'ADN de Mew, Mewtwo fut entreposé dans le laboratoire de l'île Neuve. C'est là que se déroulera l'action du film Pokémon. Donc on va terminer ces 10 anecdotes par l'achèvement de la série, avec la compétition de la Ligue Indigo. Et ça commence avec des combats qui sont assez riches, qui mettent notamment en avant des Pokémon que Sacha avait ponctuellement attrapés, mais qu'on pensait plus forcément revoir, comme Krabi, qui évoluera en Krabos au courant d'un de ses combats, mais aussi un gros Tanmorph qu'il avait aussi attrapé dans un autre épisode. Alors au départ, la compétition s'annonce plutôt bien, on attend surtout de voir ce fameux moment de confrontation entre Sacha et Régis, les deux grands rivaux, et finalement la série opère un tournant assez improbable. Régis se fait éliminer au 4e tour, et un nouveau rival apparaît. Il s'agit de Richie et son Pikachu Sparky. Donc il est un peu le reflet de Sacha, et d'ailleurs ils s'entendent très bien, une belle amitié se crée entre les deux. À l'issue, on saura que Sacha va perdre, et de manière assez brutale, puisque c'est par le fait que son Dracofeu ne l'écoute toujours pas. Donc du coup, Sacha perd, ensuite Richie perdra au tour suivant, et la compétition s'arrêtera, et on ne montrera pas l'issue du tournoi, ni même le vainqueur. On se focalisera uniquement sur Sacha, sa défaite, le fait que ça ne doit pas gâcher cette amitié nouvelle avec Richie, et que Sacha doit encore poursuivre ses efforts pour pouvoir progresser. Et il rentre alors chez lui, au Bourg-Palette, et sera chargé à ce moment-là d'une nouvelle mission qui va le conduire vers un nouveau voyage qu'on verra dans la saison 2. Nous rencontrons un Léviator dans l'épisode 16 de la série Pokémon, après que le Magikarp de James ait évolué après donc le naufrage du Sainte-Anne. On apprend d'ailleurs que Ondine a une peur terrifiante des Léviators. En effet, dans son enfance, lorsqu'elle était petite, elle a failli être dévorée toute crue par un Léviator. Et pourtant, c'est étonnant, Léviator étant un Pokémon aquatique, on s'attendrait à ce que la jeune fille adore ce Pokémon. Anecdote spoiler, elle finira par en capturer un. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite, et on y reviendra lors d'une prochaine rétrospective. Et bien c'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur cette première vidéo. Et rendez-vous dans notre prochaine rétrospective où nous parlerons de la saison 2 dans l'archipel Orange.